Eh bien, au nom de l'Ordre de Malte, je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes et à tous pour ce premier webinaire sur les aspects juridiques de la traite des êtres humains. Notre gratitude va à trois intervenants d'aujourd'hui: Nicolas Lecause, lieutenant-colonel de la Gendarmerie nationale et commandant en second de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine, qui sera aussi le modérateur de cette session. Ensuite, Morgane Licot, officier de justice pénale de l'Organisation des Nations Unies contre les drogues et le crime, ONUDC. Et enfin, Geneviève Collat, responsable de la traite des êtres humains au Secours catholique Caritas France, membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Des millions de personnes sont réduites en esclavage aujourd'hui. Il y a plus de 20 millions d'enfants, jusqu'à 100 millions selon certaines estimations, de femmes et d'hommes vivant dans l'esclavage moderne, dont 3 personnes sur 1000 dans le monde. S'ils vivaient tous ensemble dans une seule ville, ce serait l'une des plus grandes villes du monde. L'esclavage nous concerne tous et partout, y compris dans nos pays industrialisés. Plus de 1,5 million de personnes travaillent dans des conditions proches de l'esclavage en Europe, en Amérique du Nord, au Japon et en Australie. Et les formes de la traite de personnes sont le travail forcé, l'esclavage sexuel, le prélèvement d'organes, la criminalité forcée, la maternité forcée et les vols d'enfants, les enfants soldats. Environ 4 victimes du trafic sur 5 sont concernées par le travail forcé. Elles sont victimes de fausses offres d'emploi qu'elles acceptent, puis sont piégées dans l'esclavage. Les autres sont victimes d'exploitation sexuelle ou de prélèvement forcé d'organes. L'esclavage moderne est un énorme commerce. Il génère des bénéfices annuels illicites de plus de 150 milliards de dollars, autant que les bénéfices combinés de 4 sociétés les plus rentables au monde. Le trafic des êtres humains est aussi une menace à la sécurité. Sécurité humaine, sécurité nationale, sécurité régionale et internationale. La traite des êtres humains est enfin un crime contre l'humanité. Des juristes internationaux comme des dirigeants spirituels, dont le pape François, le proclament. La traite des êtres humains, forme contemporaine d'esclavage, a été définie pour la première fois en droit international en l'an 2000 dans le protocole de Palerme. Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. La même année, en 2000, les États-Unis ont adopté une loi pour la protection des victimes du trafic de personnes, Victims of Trafficking and Violence Act of 2000. Cette loi a créé au sein du département d'État un bureau pour suivre et combattre la traite des êtres humains qui publie chaque année un rapport très documenté, Trafficking in Persons, TIP Report. En 2005, le Conseil de l'Europe adopte une convention sur la lutte contre la traite des êtres humains, convention qui est ouverte à des États non membres du Conseil de l'Europe et qui étend son champ d'application à toutes les formes de traite des êtres humains, qu'elles soient nationales ou transnationales et liées ou non à la criminalité organisée. Et les États partis à cette convention du Conseil de l'Europe prennent un triple engagement: prévenir la traite des êtres humains, y compris en prenant des mesures pour décourager la demande, pour protéger les droits des victimes et assister les victimes, et enfin poursuivre les auteurs de la traite. Le GRETA, groupe d'experts sur la lutte contre la traite des êtres humains, est chargé de veiller à la mise en œuvre de cette convention du Conseil de l'Europe. Le GRETA est composé de 15 experts indépendants qui sont chargés de suivre la situation sur le terrain et d'utiliser leur savoir-faire pour soutenir les gouvernements des États signataires, des États membres, des États partis dans leurs efforts de lutte contre la traite des êtres humains. Nicolas Lecause, notre modérateur d'aujourd'hui, a présidé le GRETA de 2011 à 2016. En 2011, une directive européenne contre la traite des êtres humains a été adoptée par le Parlement européen, la Commission et le Conseil de l'Union européenne. Ce texte est important à plus d'un titre. Il renforce les mesures de prévention,
la protection des victimes et la poursuite des auteurs au sein des États membres de l'Union, tout en ayant une valeur contraignante. C'est-à-dire que les États membres s'exposent désormais à des sanctions en cas de non-respect de la directive. Dans son deuxième rapport sur les progrès accomplis dans la lutte contre la traite des êtres humains en 2018, la Commission européenne a souligné qu'au cours de la période 2015-2016, les États membres ont enregistré plus de 20 000 victimes de la traite et ont fait état d'environ 5 000 poursuites et 3 000 condamnations pour la traite des êtres humains. Parmi les victimes enregistrées, plus de la moitié étaient des victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle, environ un quart étaient des victimes de l'exploitation du travail, tandis que d'autres formes, telles que la mendicité forcée, le prélèvement d'organes, constituaient le reste. Les femmes et les filles représentaient plus des 2/3 des victimes enregistrées, tandis que les enfants représentaient près d'un quart. Les citoyens de l'Union européenne représentaient près de la moitié des victimes enregistrées, venant principalement de Roumanie, de Hongrie, des Pays-Bas, de Pologne et de Bulgarie. Les victimes non européennes, 56%, venaient principalement du Nigeria, d'Albanie, du Vietnam, de Chine et d'Érythrée. Une étude sur la mise en œuvre de cette directive a été publiée en septembre 2020. Je cite: la directive introduit quelques nouveautés, comme l'octroi de droits directement défendables devant les tribunaux nationaux, institue une position de vulnérabilité et le principe de non-poursuite et de non-pénalisation des victimes de la traite des êtres humains. J'insiste, c'est une chose très importante. Principe de non-poursuite et de non-pénalisation des victimes de la traite des êtres humains, élargit les formes d'exploitation, mendicité, activité criminelle, prélèvement d'organes, et consolide les mesures existantes, comme l'annulation de la notion de consentement de la victime à l'exploitation. Selon la directive, la traite des êtres humains, là je laisserai Nicolas Lecause lire la définition, et en même temps, la directive établit des règles communes minimales pour les infractions liées à la traite des êtres humains, et en particulier les poursuites à l'encontre des contrevenants, les sanctions pour les infractions et la prévention des êtres humains, tout en créant de nouveaux instruments pour une approche cohérente et coordonnée, et ainsi la désignation d'un coordinateur européen pour la lutte contre la traite des êtres humains et en permettant des mécanismes d'application consolidés. Fin de citation. Et enfin, dans un rapport adopté le 9 février de cette année, le Parlement européen évalue l'application de la directive de 2011 relative à la prévention de la traite des êtres humains. Il constate que des obstacles à sa pleine mise en œuvre subsistent toujours, près de 10 ans après son adoption et de sa transposition en droit national. Les députés européens invitent la Commission européenne à réviser la directive pour 1. Améliorer les mesures de prévention, de lutte et de poursuite de l'ensemble des formes de la traite. 2. Combattre l'utilisation des nouvelles technologies, particulièrement les médias sociaux, qui sont très utilisés par les trafiquants. Le rapport souligne 4 évolutions. Le nombre des victimes recensées continue de croître et les chiffres sont enregistrés sont certainement plus élevés que les données déclarées. 2. Les taux de poursuite et de condamnation d'auteurs demeurent très faibles. Diverses raisons l'expliquent, particulièrement le nombre modeste des déclarations volontaires, ceci lié à la méfiance des victimes vis-à-vis des forces de l'ordre, au traumatisme vécu ou à la peur qu'elles éprouvent à l'égard des trafiquants. Et selon l'Office européen de police, Europol, le trafic de migrants et la traite des êtres humains sont souvent perpétrés par les mêmes organisations criminelles. Les enquêtes montrent que les trafiquants ciblent de plus en plus les migrants et les demandeurs d'asile dans l'Union à des fins d'exploitation. Et si la majorité des victimes sont des ressortissants européens, les organisations criminelles exploitent également les routes migratoires à leur profit. Et comme je le disais plus haut, les nouvelles technologies facilitent l'anonymat des trafiquants et rendent leur détection par les services répressifs difficile. Donc, à noter qu'en plus de l'Union européenne, l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, a nommé un représentant spécial et coordinateur de ces activités pour combattre la traite des êtres humains. Enfin, je voudrais dire aussi que le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté ces dernières années plusieurs résolutions contre la traite des êtres humains en Méditerranée et au large des côtes libyennes, au Proche-Orient et en Afrique de l'Ouest,
comme menace à la sécurité régionale et internationale. Le secrétaire général des Nations Unies a nommé une représentante spéciale pour le sort des enfants en temps de conflits armés, ce qui inclut une forme de traite, l'enrôlement et l'usage des enfants soldats. Et de son côté, le Conseil des droits de l'homme entend les rapports souvent innovateurs et bien documentés de rapporteurs spéciaux, un rapporteur spécial sur la traite des êtres humains, un rapporteur spécial sur les formes contemporaines d'esclavage, faisant des recommandations aux États, aux entreprises, à la société civile et aux milieux universitaires pour amener les États à rendre compte quant à leurs obligations. Et enfin, un rapporteur spécial sur la vente et l'exploitation sexuelle des enfants. Alors, en plus des instruments des droits de l'homme, la Déclaration universelle, les deux pactes de 66, les instruments régionaux africains, arabes, asiatiques, européens et interaméricains, il faut aussi mentionner la Convention relative aux droits de l'enfant de 89 et ses protocoles facultatifs, le premier concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants de 2000, ainsi que le protocole concernant l'usage des enfants dans les conflits armés. Il ne faudrait pas oublier non plus le droit du travail et les conventions de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, sur les travailleurs migrants et sur les pires formes de travail des enfants. Et là aussi, je voudrais mentionner qu'un très intéressant rapport a été publié conjointement par l'Organisation internationale du travail, l'OECD, l'OIM et l'UNICEF en 2019, intitulé Mettre fin au travail des enfants, au travail forcé et à la traite des êtres humains dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Et je voudrais dire que là aussi, toutes ces diverses organisations des Nations Unies commencent, et même en ayant d'autres partenaires à l'extérieur, commencent justement à agir en synergie, ce qui est très bien parce que il n'est pas possible d'avoir une seule approche unique. Et de nombreux pays, dont la France, ont des plans d'action contre la traite. Peut-être que Geneviève Collin nous en parlera. Je voulais dire que, en intervenant lors d'un précédent webinaire, Kevin Highland, un grand spécialiste de la traite, un ancien officier de police, relevait qu'en dépit des instruments juridiques et internationaux, la traite de personnes reste très peu poursuivie et que on estime que peut-être, comme je vous disais, entre 20 et 100 millions, mais si on estimait à 40 millions le nombre de personnes victimes de la traite des êtres humains, face à ces chiffres, le taux d'impunité atteint 99,8%, ce qui fait de la traite, excusez-moi de le dire, un crime à forte récompense et à faible risque. La mise en œuvre nationale et internationale est donc faible, face malheureusement à une augmentation et multiplication des facteurs, y compris la pandémie, favorisant la traite et donc l'augmentation des victimes. Et il faudrait, en particulier pour l'esclavage sexuel, criminaliser la demande. Et maintenant, je voudrais dire que à la fin du siècle dernier, en 97 et 98, deux coalitions avaient obtenu un résultat que personne n'attendait. En 97, la coalition pour l'abolition totale des mines antipersonnelles a obtenu l'adoption de la Convention d'Ottawa. En 98, la coalition pour la Cour pénale internationale a obtenu l'adoption du statut de Rome. C'est probablement aussi d'une coalition similaire dont nous avons besoin pour parvenir à l'abolition de l'esclavage moderne. Mais en attendant, comme le soulignait l'ambassadrice Elisabeth Tichy-Fisselberger, représentante de l'Autriche à Genève, lors d'un précédent webinaire, nous devrions adopter une approche globale de la société pour combattre la traite. Et en ce sens, une large collaboration entre les différents acteurs, par exemple les services de police, la société civile, les ONG et les gouvernements, est nécessaire pour lutter efficacement contre la traite des êtres humains. Cela regrouperait un grand nombre d'acteurs, chacun spécialisé dans un domaine important pour combattre la traite et s'occuper des victimes et de leur rétablissement. Et elle disait, l'approche globale, appelée les 4 P, est nécessaire. Elle comprend d'abord la prévention par la sensibilisation, mais aussi la formation des professionnels, par exemple la police, les agents de santé, les travailleurs sociaux. Deuxièmement, la protection
garantir les droits des victimes en matière de soutien et de protection. Troisièmement, la poursuite judiciaire, avoir une définition précise de la traite des êtres humains et avoir aussi des peines qui correspondent à la gravité des crimes. Quatrièmement, partenariat, une collaboration entre les différents acteurs publics et privés. Et par exemple, il y a le groupe Santa Marta qui regroupe des dirigeants religieux, en particulier catholiques, mais aussi d'autres, et des forces de police. Et donc là aussi, il y a des collaborations qui peuvent être utiles à la mise en œuvre du droit. Donc les poursuites judiciaires sont nécessaires mais ne sont pas suffisantes. C'est une approche collaboratrice, multidisciplinaire dans la lutte des êtres humains, dans laquelle services de police et d'application de la loi collaborent avec les travailleurs sociaux et sanitaires, ainsi qu'avec les organisations confessionnelles et les ONG. Eh bien, je me réjouis d'entendre les contributions de nos intervenants ce soir et je passe maintenant la parole à Nicolas Lecause qui va reprendre la modération de cette session en le remerciant d'avance. Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très heureux en effet, de reprendre le flambeau et de continuer ce séminaire qui va nous réunir jusqu'à 19h30. Donc, pour des questions d'organisation, je prendrai la parole à la suite de cette petite introduction, puis je la donnerai à Morgane Nico, puis à Geneviève Collat. Et au gré de ces trois interventions qui viendront compléter l'introduction de Monsieur l'ambassadeur, vous verrez que les aspects juridiques de la traite des êtres humains, c'est à la fois du droit international, du droit national et du droit pénal. Et ça, c'est la partie qui sera abordée par Geneviève Collat. C'est aussi en filigrane de tous ces droits le droit des droits de l'homme, puisque la lutte contre la traite des êtres humains et les obligations internationales des États, elles sont matinées du droit des droits de l'homme, elles sont imprégnées du droit des droits de l'homme. Donc, nous allons commencer cette session avec l'intervention qui me concerne, qui porte sur les enquêtes sur la traite des êtres humains, les enquêtes judiciaires, les enquêtes pénales sur la traite des êtres humains. Enquêtes qui, si elles sont bien conduites, vont déboucher sur des poursuites pénales devant les tribunaux et les cours, de manière à obtenir la condamnation des auteurs. Mais encore une fois, pour qu'il y ait enquête, il faut que les droits nationaux aient pénalisé, aient érigé la traite des êtres humains en infraction, en crime ou en délit, conformément aux obligations internationales. Alors justement, l'ambassadeur le disait en introduction, la traite des êtres humains, elle est une infraction du droit international, elle est un crime au sens du droit international, et les États ont l'obligation de l'ériger dans leur législation pénale en infraction, et ceci depuis le 14 décembre 2000, date de l'ouverture à la signature du protocole des Nations Unies contre la traite des personnes et en particulier des femmes et des enfants. C'est ce protocole des Nations Unies, qui est un protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, qui a produit une définition internationalement agréée et moderne et actuelle de ce qu'est la traite des êtres humains. Le deuxième instrument juridique extrêmement important, c'est la Convention du Conseil de l'Europe sur la traite des êtres humains, ouverte à la signature le 16 mai 2005. Et comme l'a dit tout à l'heure Michel, c'est une convention qui est ouverte à la signature de tout État du monde qui souhaiterait la rejoindre pour remplir les obligations qui sont contenues dans ce texte. Alors, ces deux instruments internationaux, ils nous ont défini la traite comme étant une infraction composée en fait de trois éléments. Le premier élément, c'est une action. Pour qu'il y ait 13 êtres humains, il faut qu'il y ait des individus qui soit recrutent une personne, soit la transportent, soit l'accueillent, soit l'hébergent, et ensuite que ces personnes aient un but d'exploitation.
le but de ce transport, de cet accueil, de ce transfert d'une personne, ça doit être de la placer dans une situation d'exploitation. Et il n'y a pas à se poser des questions de savoir ce qu'est l'exploitation, puisque la définition de la traite mentionne que doit être considéré comme relevant des formes intolérables d'exploitation de la personne humaine, l'esclavage, les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude, le travail forcé, l'exploitation de la prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, et enfin, donc le travail forcé, je l'ai dit, et enfin le prélèvement d'un organe. Et donc, ça c'est le deuxième élément, donc le but d'exploitation. Et enfin, pour qu'il y ait traite des êtres humains, il faut un troisième élément, en tout cas pour ce qui concerne des victimes adultes, c'est l'emploi d'un moyen. Et le protocole de Palerme et la Convention du Conseil de l'Europe disent que le moyen, c'est l'utilisation de la force, de la violence ou de toute autre forme de contrainte. C'est l'enlèvement, c'est l'abus d'une situation de vulnérabilité. Et donc là, les instruments internationaux déclinent toute une série de moyens qui, dès lors qu'on établit qu'ils ont été utilisés, confirment qu'il y a bien eu traite des êtres humains et que la personne qui était victime par exemple, d'un recrutement aux fins de la placer en situation de travail forcé, eh bien que cette personne n'a pas pu donner son consentement. Elle n'a pas pu donner un consentement éclairé, ce qui se comprend. Voilà. Donc, la traite des êtres humains est définie comme étant la réunion de ces trois éléments pour les victimes adultes. Pour ce qui est des enfants, le législateur international, on va dire, a considéré qu'il y a traite des êtres humains quand il y a une action à l'encontre d'un enfant, recrutement, transport ou transfert ou accueil ou hébergement, et que les trafiquants ont pour but de placer l'enfant dans une situation d'exploitation, l'une des formes d'exploitation que j'ai évoquées tout à l'heure. En revanche, le droit international et les droits nationaux, par conséquent, n'exigent pas, bien sûr, qu'on apporte la preuve qu'un moyen a été utilisé qui ferait que l'enfant n'a pas consenti. On considère que dès lors que vous avez moins de 18 ans, vous ne pouvez pas avoir donné de quelconque consentement à être placé en esclavage, placé dans une situation de prostitution forcée ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, ou avoir consenti à ce qu'on vous prélève illégalement un rein. Voilà. Donc, voilà pour la définition de la traite des êtres humains, et c'est très important de toujours se la rappeler, et surtout de comprendre pourquoi le protocole de Palerme, pourquoi les Nations Unies ont lancé la définition de la traite des êtres humains, pourquoi est-ce que les Nations Unies ont voulu une définition internationale. C'est tout simplement déjà parce que avec cette infraction de traite des êtres humains, on lutte deux fois mieux contre les formes d'exploitation. C'est-à-dire que si vous arrivez à arrêter une personne qui s'apprête à transporter une autre personne pour la placer dans une situation d'esclavage, eh bien vous allez, si vous arrivez à arrêter cette personne, eh bien vous empêcherez la situation d'esclavage d'être commise. Donc quelque part, la traite des êtres humains a déjà cet avantage-là que c'est une infraction qu'on dit obstacle à d'autres infractions, c'est-à-dire les infractions d'exploitation. Mais surtout, c'est une infraction qui a été définie notamment en déclinant toutes les actions possibles, le recrutement, l'hébergement, l'accueil. C'est une infraction qui va permettre de mettre en cause pénalement toutes les personnes qui, en connaissance de cause, ont participé à toute cette chaîne qui va permettre à une personne d'être acheminée quelque part pour être placée dans une forme insupportable, intolérable et interdite d'exploitation. Donc, voilà pourquoi on a créé cette infraction de traite des êtres humains et qu'on l'a définie internationalement. Donc, vous comprenez aussi que la traite des êtres humains n'est donc pas ce qu'on appelle le trafic de migrants. Le trafic de migrants, il est défini par un autre protocole des Nations Unies, toujours additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Et le trafic de migrants, en fait, consiste à aider une personne qui souhaite franchir la frontière d'un État et aller dans un autre État, eh bien d'aider cette personne à pénétrer cet État
en violation en fait des règles relatives au séjour des étrangers sur le territoire de cet État. Le protocole des Nations Unies contre le trafic de migrants, Morgane Nico en parlera, donne tout de même, donne des obligations aux États vis-à-vis des migrants, notamment de les protéger, parce que ces personnes qui ont qui ont été transportées d'un État à un autre par des réseaux, notamment des trafiquants de migrants, doivent pour autant être protégées. Mais la traite est différente et diffère du trafic de migrants, tout simplement parce que quand on est trafiquant d'êtres humains, on transporte éventuellement quelqu'un, mais pas que. On peut l'accueillir, on peut l'héberger, on peut le transférer même à l'intérieur d'un même État, toujours avec un but d'exploitation, c'est-à-dire d'amener cette personne à une situation d'exploitation. Dernière chose dans cette petite introduction, avant de passer à l'enquête proprement dite, il est très important de rappeler que, contrairement à des idées reçues, il peut y avoir traite des êtres humains sans qu'il y ait implication de groupes criminels organisés ou d'organisations criminelles. Ça, c'est très important, parce que comme la traite des êtres humains a été définie par ce protocole des Nations Unies qui est additionnel à la Convention de Palerme, beaucoup d'États se sont dit qu'il ne pouvait pas y avoir de traite des êtres humains, enfin qu'il y avait traite des êtres humains forcément quand il y avait un groupe organisé qui aidait les personnes à être recrutées puis ensuite à être placées dans des situations d'exploitation. C'est une idée reçue et c'est pour ça que la Convention du Conseil de l'Europe l'a inscrit dans le texte. La traite des êtres humains peut être commise en bande organisée ou non. Et surtout, la traite des êtres humains, ça c'est très important, n'est pas forcément transnationale. Même si on a beaucoup de cas de victimes étrangères qui viennent de territoires étrangers sur un autre territoire et qui sont exploitées, eh bien, pour autant, rien dans la définition de la traite des êtres humains n'indique ou n'oblige les États à prendre en considération un élément d'extranéité, un élément d'étrangeté pour que la traite soit qualifiée. Vous pouvez avoir de la traite des êtres humains au sein des frontières d'un même État et entre personnes d'une même nationalité, en tout cas de la nationalité de l'État en question. Donc voilà pour cette introduction, pour un petit peu replacer la traite des êtres humains dans son contexte et puis rappeler les instruments juridiques internationaux qui ont permis qu'on en parle aujourd'hui. Et je vais aborder brièvement les éléments importants pour une enquête judiciaire réussie sur la traite des êtres humains. Et dans une première partie, je vais juste vous parler de quelques prérequis qui sont importants. Et puis ensuite, je vous parlerai de l'enquête proprement dite. Donc, pour les prérequis importants, je le répète, c'est que les États aient bien défini la traite des êtres humains dans le respect de leurs obligations juridiques issues du protocole de Palerme et de la Convention du Conseil d'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. J'insiste là-dessus parce que il est arrivé que, par exemple, le groupe d'experts du Conseil d'Europe sur la traite des êtres humains constate que certains États n'avaient qu'imparfaitement transposé dans leur législation nationale cette définition de la traite des êtres humains. Certains pays, par exemple, n'avaient pas introduit les moyens, c'est-à-dire donc cette nécessité que pour qu'il y ait traite des êtres humains, on utilise l'abus d'une situation de vulnérabilité ou la menace ou la contrainte. Ce qui faisait en fait que l'infraction semblait être plus facile à caractériser, mais non, en fait, souvent, elle était semblait facile à caractériser, mais elle n'était pas utilisée parce que justement, elle ne différait pas spécialement d'autres infractions qui existaient. Donc, par exemple, pour la traite des êtres humains aux fins de proxénétisme, les États utilisaient l'infraction de proxénétisme, qui consiste à tirer les profits de la prostitution d'autrui. Mais il n'y avait pas toute la dimension de traite et de contrainte que permettait le recours à l'infraction de traite. Donc, la législation pénale adéquate, c'est aussi une législation pénale qui va permettre de prévoir des peines plus sévères, des peines aggravées, quand l'infraction de traite a été commise en bande organisée ou par un fonctionnaire public, ou quand l'infraction a mis en danger gravement la situation des victimes. Donc ça, c'est un premier prérequis. Le deuxième prérequis, c'est aussi d'avoir des enquêteurs, donc des policiers, des gendarmes,
des magistrats aussi formés ou au moins informés de ce qu'est la traite des êtres humains. Former des magistrats et des forces de sécurité à la traite des êtres humains, c'est bien entendu leur expliquer qu'il y a un texte d'incrimination qui existe dans la loi pénale, mais c'est aussi les informer de ce qu'est la traite des êtres humains. Michel l'a dit tout à l'heure, que c'est un phénomène mondial, que c'est un phénomène qui touche tous les continents, que c'est une infraction qui par nature est lucrative. On ne se met pas à faire de la traite des êtres humains par idéologie. On fait de la traite des êtres humains et on exploite les personnes pour gagner de l'argent, pour faire des économies ou faire d'énormes profits sur le dos de ces personnes-là. Si vous ne savez pas ce que c'est, si vous confondez la traite des êtres humains avec le trafic de migrants, si vous n'avez pas une circulaire de politique pénale qui vous explique ce que c'est, si vous n'avez pas des circulaires internes dans les forces de police qui vous expliquent la législation, comment l'utiliser, à mon avis, il y a peu de chances qu'un jour il y ait des enquêtes et des poursuites efficaces qui soient déclenchées. Il est très important de former à l'aide notamment des associations, de tous les acteurs, puisque la traite des êtres humains doit être pluridisciplinaire, il est important d'organiser des formations. Ces formations, notamment, elles vont permettre aussi de se débarrasser de certains préjugés qui continuent à coller aux victimes de la traite et à la traite des êtres humains en général. Beaucoup de personnes pensent encore que la traite des êtres humains, c'est un synonyme d'exploitation sexuelle, ce qui n'est pas le cas. L'exploitation sexuelle est une des formes d'exploitation qui est utilisée par les trafiquants, mais pas uniquement. Et en se focalisant seulement sur l'exploitation sexuelle, parfois, on peut oublier d'autres formes d'exploitation qui sont très graves. Donc, il est aussi important de savoir que des hommes sont victimes de traite des êtres humains, que des enfants bien sûr le sont, qu'une victime de traite des êtres humains n'est pas forcément, quand elle est identifiée comme telle, malheureuse, en train de pleurer, elle n'a pas forcément le profil qu'on imagine qu'elle a, et c'est très important d'avoir de détruire ces préjugés, justement pour ne pas passer à côté d'affaires de traite des êtres humains. Donc voilà un petit peu, parce que le temps presse, les prérequis qui me semblent importants. Et maintenant, je vais passer à l'enquête proprement dite. Donc, pour ouvrir une enquête sur la traite des êtres humains, il est important qu'il y ait soit un signalement aux autorités compétentes, police, gendarmerie ou autorités judiciaires. Et donc pour ça, et d'ailleurs, il faut que si signalement il y a, pour qu'il y ait signalement, il faut que les gens sachent ce que c'est. D'où l'importance des campagnes publiques d'information, d'où l'importance pour les médias de travailler aussi ce sujet de la traite des êtres humains, de faire des reportages sur les situations, ce qui permet un petit peu à tout un chacun, à l'ensemble de la population, de savoir à peu près ce qu'est la traite des êtres humains. Mais l'infraction de traite, elle peut être aussi découverte au cours d'une enquête ou par les forces de l'ordre. Et là, c'est très important justement que les agents publics, donc forces de l'ordre, mais ça peut être aussi des personnels hospitaliers, soient formés à identifier des victimes de traite. Et justement, on revient à ce que je disais avant. Qu'est-ce qu'une victime de traite? D'abord, quelles sont les formes d'exploitation? Quels sont les signes physiques qui peuvent faire que une personne peut être dans une situation d'exploitation? Quels sont les indices matériels quand on découvre une situation? Vous faites par exemple une perquisition dans un atelier de confection clandestin. Qu'est-ce qui va faire que vous pourriez penser que les personnes sont contraintes, vraiment contraintes? Par exemple, si vous trouvez un endroit où tous les documents de voyage sont stockés, a priori, c'est qu'on n'a pas envie que les personnes s'enfuient. Si les personnes sont enfermées à double tour aussi. Donc tous ces signes d'identification des victimes de traite, il est important de les connaître parce qu'il y en a beaucoup. Ils ne sont pas forcément cumulatifs, mais en tout cas, il y en a plusieurs. Ensuite, quand on veut faire une enquête efficace, il faut déjà commencer par entendre la victime. Qu'elle ait envie de porter plainte elle-même ou pas. Il faut entendre ses déclarations, donc il faut organiser son audition. Là, pareil, on revient aux prérequis que j'évoquais précédemment. Il y a des manières d'interroger les gens. Vous n'interrogez pas une victime de traite des êtres humains présumée
comme vous auditionneriez un trafiquant. Il y a des questions à poser, il y a des questions à pas poser, il y a surtout des questions ouvertes à poser. Il faut éviter les questions fermées qui font que la réponse sera fermée, elle sera oui ou elle sera non, ou il n'y aura pas de réponse. Là, pareil, il y a des méthodes d'audition qui existent. Nous, dans la gendarmerie nationale, en France, on utilise la méthode Progrès, qui est une méthode radicalement différente de ce qui existait pour auditionner les auteurs d'infractions ou les victimes d'infractions. Donc là, pareil, une audition de victime, ça se construit, ça se prépare de manière à ce que la victime puisse dire un maximum de choses sur la situation qui est vécue. Mais là, Geneviève et Morgane en parleront après, on revient aussi à l'approche droit de l'homme, favorable aux droits de l'homme qu'il est important de développer pour la prise en charge de la victime, puisqu'une victime qui n'est pas prise en charge, c'est une victime qui généralement n'aura pas envie d'apparaître, de coopérer dans une enquête pénale, elle ne sera peut-être même pas en mesure de le faire. Ensuite, une enquête réussie, c'est pour des enquêteurs de convaincre des magistrats d'utiliser ce qu'on appelle les techniques spéciales d'enquête. Ces techniques spéciales d'enquête qui sont évoquées dans la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et qui sont donc des techniques qui vont assez loin, j'allais dire, dans la recherche de la vérité. Donc, c'est les interceptions téléphoniques, mais ça peut être aussi le recours à des informateurs, à des agents infiltrés, tout cela, parce que la recherche des indices concernant la traite est très importante et qu'on ne peut pas se fonder uniquement sur les déclarations des uns et des autres. Donc là, pareil, c'est très important. Une enquête réussie en matière de traite, on revient à ce que disait Michel en introduction, c'est aussi mettre en œuvre les techniques d'enquête qui vont permettre d'identifier des avoirs criminels, de travailler sur le train de vie des auteurs d'infractions de traite, de savoir s'il y a des mouvements financiers entre tel pays et tel autre, où va l'argent de l'exploitation de la prostitution d'autrui, il va bien quelque part. Il faut identifier cela. Il faut identifier qu'il y a eu un gain sur le dos des victimes de traite, et ça, seule l'enquête patrimoniale va permettre de le faire, et surtout, cette enquête patrimoniale, elle va permettre la saisie des avoirs pendant l'enquête. Et si ces avoirs criminels, donc des biens ou de l'argent est saisi, ça permettra à la juridiction de jugement, quand la personne sera renvoyée devant les tribunaux, de confisquer le produit du crime. Et ça, c'est une sanction pénale qui est toujours très très mal vécue par les auteurs, parce que c'est un calcul qu'ils font. Ils se disent, si je vais 8 ans en détention, si j'ai gagné tant et tant, je peux accepter d'aller 8 ans en détention. S'ils n'ont plus rien, je peux vous assurer que la sanction est plus sévère. Enfin pour ce point-là, il y a aussi la nécessité dans un dossier d'enquête aussi encore une fois, de faire un procès-verbal de contexte, c'est-à-dire de rappeler aux magistrats responsables de la procédure ce qu'est la traite des êtres humains, de mettre des éléments qu'on trouvera en source ouverte pour savoir que c'est un phénomène important, et quelque part pour faire comprendre aux magistrats que on ne peut pas traiter légèrement les faits. Enfin, ce sera mon dernier point, pour les faits de traite qui comprendraient un élément international, il ne faut absolument pas négliger les possibilités qui sont offertes par l'entraide judiciaire internationale, alors qui peut faire parfois peur à des magistrats ou à des enquêteurs, enfin des magistrats, puisque par nature c'est un travail de magistrat. Mais même en matière de coopération policière, parfois certains enquêteurs peuvent avoir peur d'utiliser des canaux de coopération policière existants. Et pourtant, c'est quelque chose qui est important. Et l'entraide pénale, contrairement alors déjà, il faut savoir que pour demander l'entraide, si on a un accord qui lie deux États, c'est très bien. Mais il faut savoir que le protocole de Palerme, par exemple, il sert aussi de traité d'entraide, la Convention du Conseil de l'Europe aussi, et puis surtout que on n'a pas besoin, par nature, et ça c'est une règle coutumière du droit international, vous n'êtes pas obligé d'être lié par un traité d'entraide avec un autre État pour demander l'entraide. S'il n'y a pas d'accord qui vous lie, l'autorité judiciaire qui est requise pourra refuser éventuellement. Mais il faut toujours essayer de demander des choses. Et par exemple, ça peut être réaliser des auditions à l'étranger.
de témoins, de personnes qui connaissent l'origine du mouvement de traite, peut-être vers un autre État. L'entraide, c'est aussi demander un extrait de casier judiciaire, quand le casier judiciaire existe, à une autorité judiciaire étrangère concernant un trafiquant mis en cause dans un pays, ce qui permettra ensuite de prononcer des peines plus sévères si on sait que cette personne a déjà été condamnée à l'étranger. Enfin, vous avez aussi le recours à ce qu'on appelle les équipes communes d'enquête, qui, moyennant la conclusion d'un accord entre deux ou plusieurs autres États, peuvent être utiles pour les enquêtes qui portent sur des faits qui concernent au moins deux États. Donc voilà un petit peu les clés, j'allais dire, d'une enquête réussie. Mais vous voyez que quelque part tout se croise et tout est complémentaire. Le droit interne, les obligations du droit international, l'approche droit de l'homme, mais que encore une fois, et c'est pour ça que les instruments juridiques internationaux insistent là-dessus, on va dire une lutte contre la traite des êtres humains, et dans chacun des piliers, c'est toujours quelque chose qui est qui est fait avec des partenaires. Par exemple, pour les auditions de victimes, quand vous travaillez de manière étroite avec des associations de protection des victimes, elles peuvent faire un travail énorme aussi pour préparer la victime, pour la prendre en charge, mais aussi pour la préparer à la difficulté d'être entendue par des services d'enquête ou des autorités judiciaires. Voilà. Donc moi, j'en ai terminé pour l'instant avec mon propos, et je vais donner la parole maintenant à Morgane Nico, qui est, comme l'a dit Michel, qui travaille pour l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Morgane, vous pourrez nous rappeler quel est votre titre exact. Et puis, ce que je voulais juste vous dire avant de donner la parole, c'est que tous les participants sont invités à poser les questions de leur choix à droite de l'écran, en chat, en précisant quel est l'intervenant auquel il veut qu'on pose la question. Morgane, vous avez la parole. Soyez la bienvenue. Merci pour votre patience. Comme vous voyez, les problèmes techniques n'épargnent personne. Est-ce que vous m'entendez assez clairement? Oui. Oui, super, parfait. Bon, c'est un vrai plaisir d'être avec vous, Nicolas. Je dis à Michel et bien évidemment toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous posent des questions ce soir. Alors j'ai entendu Nicolas, j'ai entendu Geneviève. Je pense que leur présentation, leur contribution ont été extrêmement riche et humaine. Et ça, c'est très très important quand on parle de la traite. Vous allez peut-être trouver que pour moi, ça va être un petit peu plus théorique et sec, puisque je vais revenir un petit peu au niveau plus haut qui est le droit international, en essayant de faire des liens, bien évidemment, avec ce dont on a parlé. L'idée, c'est pas de se répéter, puisque on a des conventions internationales, une en particulier qui traite spécifiquement de la traite des personnes. Et elle est au niveau international, mais on a aussi des conventions au niveau régional. Nous avons aussi des obligations législatives au niveau régional, au niveau de l'Union européenne, et bien évidemment les législations nationales. Donc, je veux un petit peu aborder aussi comment tout ça fonctionne, mais en me concentrant sur le niveau international, qui est vraiment important, puisqu'on parle d'un type de crime qui peut se passer sur le territoire entièrement d'un État, mais aussi malheureusement qui affecte énormément de gens d'autres nationalités. Donc, il faut aussi pouvoir travailler les uns avec les autres et avoir une compréhension commune de ce que représente la traite des personnes, de façon à pouvoir aller dans la même direction ensemble. Je vais utiliser quelques diapos, mais vraiment de façon ponctuelle pour illustrer si nécessaire. Mais sinon, tout est donc voilà, je commence par le cadre international. Je vais regarder un petit peu quels sont les défis que ça pose, et je pense que ça va peut-être concerner certaines des questions que j'ai vues dans le chat. Et puis déplacer sur qu'est-ce qui existe aujourd'hui pour s'assurer de la bonne mise en œuvre en fait de ce cadre. Je vais aussi me cibler plus sur les aspects juridiques plutôt que toutes les autres mesures qui doivent être mises en place de façon complémentaire et que Nicolas et Geneviève vont entre autres mentionner. Alors je pense que ce qui est important à comprendre, c'est que dans le droit international, les obligations des États sont moins l'objet de surveillance. Donc, ce serait le cas au niveau national. Récemment, nous avons avancé au niveau international puisqu'il y a un mécanisme d'examen de la mise en œuvre
du protocole contre la traite des personnes qui vient d'être adopté par les États membres. Ça veut dire qu'on est prêt, au niveau international, à prendre la mesure de la mise en œuvre de ce traité. Donc, je vais aller un petit peu plus en détail. Ce qui est important aussi à dire, c'est qu'il n'y a pas que les lois, les cours ont également un grand rôle à jouer dans leur interprétation de ces lois. Dans certaines juridictions plus que d'autres, typiquement les Britanniques et le droit anglo-saxon se reposent largement sur la jurisprudence. En France peut-être un peu moins, mais c'est quand même très très important puisque ça donne aussi une indication des tendances sociétales, des débats qu'il peut y avoir dans la société et des avancées qu'il peut y avoir ou parfois des impulsions politiques aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Et je pense que ce type de traité dans lequel on se en ce moment est relativement impacté par ces débats. Surtout quand ça touche à la traite transnationale. On parle de migration également. Donc le cadre international a été adopté en 2000. Donc en fait, c'est pas très très vieux dans le temps du droit international, mais ce protocole contre la traite des personnes, dont le nom entier est le protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, vise à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants. C'est un extrêmement long titre, je ne sais pas comment ils sont arrivés. Donc, ce protocole a 178 États parties. C'est énorme. Il y a presque 200 États dans le monde. On a une ratification quasiment bien faite, c'est-à-dire que quasiment tous les États au monde ont décidé d'être partis à la Convention contre la criminalité transnationale organisée. Et ça, c'est important de le mentionner, puisque le protocole, donc le droit international sur la traite, est vu par l'angle du crime organisé. Donc la traite en tant que forme de criminalité organisée. Ça ne veut pas dire qu'on doit se limiter à ça, mais le cadre international le voit par cette lunette-là. Donc, on mentionne en général, quand on parle du protocole, qu'on surnomme parfois le protocole de Palerme, qui a été adopté à Palerme il y a plus de 20 ans. On dit souvent que c'est un outil de justice pénale. C'est pas un outil de droit de l'homme, mais c'est plutôt un outil pour permettre aux juridictions, aux autorités nationales de travailler ensemble dans les enquêtes et les poursuites de certains types de crimes. Alors, bien évidemment, ici, on parle d'un crime on ne parle pas de trafic de drogue, on parle d'un crime qui touche les personnes, donc il y a toute une dimension de protection qui est extrêmement importante. On va aussi la voir, mais bien évidemment, je le dis, elle a déjà couvert la partie la plus importante et le lien avec les droits de l'homme. Alors, la définition de la traite des personnes a en réalité vraiment été adoptée par ce protocole-là. Tout le monde s'est réuni, les États parties, la société civile, les organisations internationales, il y a plus de 20 ans pour discuter de ce qui était important. Et c'est pour ça, et c'est comme ça qu'on arrive à des titres comme celui qu'on venait de voir, où chacun a un peu rajouté sa sauce en disant on attendait quand même, c'est le plus important, c'est les femmes qui sont les plus touchées, c'est les enfants qui sont les plus fragiles, les plus vulnérables. Donc c'est important de bien mettre en exergue cette catégorie de personnes. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que en faisant ça, on peut voir des tendances se développer au niveau international. Et je vais vous montrer ça tout à l'heure dans une autre diapo. Comme ça peut influencer, le droit peut influencer ce qu'on va voir et ce qu'on va faire à propos de telle ou telle tendance. Je vais essayer de vous montrer la définition très rapidement, qui est vraiment purement internationale. Si j'y arrive, hop, voilà, c'est très court. Mais je suis vraiment pour faire un point. Vous l'avez là, je pense. Oui, voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment construit autour de ces trois éléments qui sont l'acte, le moyen et le but. Les actes sont relativement simples. Il y a du recrutement à l'accueil, par exemple. Les moyens sont essentiels, en fait. C'est vraiment ce qui caractérise la traite. Et la traite, c'est toute la chaîne, en fait, de personnes qui se sont mises ensemble en sachant que la personne allait être exploitée. C'était le but. Et chacun en a tiré un parti et utilisé différents moyens pour que cette personne soit sous l'emprise en réalité des trafiquants. Donc là, vous avez les types de moyens qui sont considérés. Et ce qui est important de bien garder en tête, et je suis désolée, j'ai des problèmes de connexion, je pense que Nicolas a sans doute mentionné, dans les moyens utilisés, il peut vraiment y avoir des moyens qui sont évidents, auxquels on pense immédiatement, qui sont des moyens qui contraignent, qui sont contraignants physiquement, on se fait battre, on se fait kidnapper, on se fait enfermer dans une cave. Mais il y a énormément de moyens qui sont utilisés qui sont beaucoup plus subtils que ça. Et ça, c'est très très difficile à comprendre souvent pour les personnes qui sont impliquées dans la détection de la traite. Et ça amène une certaine complexité.
Ensuite, il y a le but. Le but, c'est l'exploitation. Et ça, c'est l'intention au niveau du droit. C'est-à-dire qu'il faut prouver l'intention de la personne d'exploiter cette personne. Alors, les différents types d'exploitation, on les a déjà entendus. Dans le protocole, donc dans le droit international, c'est un minimum. Ceux qui sont listés là sont un minimum des formes d'exploitation, mais il y en a bien d'autres qui peuvent être rajoutées dans la loi, bien évidemment, comme on l'a entendu, comme la mendicité forcée, par exemple, et bien d'autres. Donc ça c'est le cadre international, c'est le droit international. Maintenant, si on regarde, je vous parlais des dépendances au niveau non, je voulais pas aller aussi vite que ça, pardon. Je voulais vous parler du fait que la définition elle-même, elle est très très importante, mais quand ça concerne les enfants, les moyens ne sont pas considérés. Donc le consentement d'une victime de la traite est dit si ces moyens sont utilisés, et si on peut bien évidemment le prouver, puisque c'est ce qui va être difficile pour les enquêteurs et les personnes de justice. Mais pour les enfants, on estime que le consentement ne peut pas être donné par les enfants et que donc il suffira d'établir les actes et le but d'exploitation pour les enfants, qui est très très important. Après, on voit aussi que ça a un impact sur la façon dont les États ont pu répondre au crime. Mais un point avant ça, toujours sur la loi, qui est très très important, c'est bon, déjà les enfants, nous au niveau de l'ONU, on considère que c'est jusqu'à 18 ans, c'est-à-dire que toute personne ayant moins de 18 ans est un enfant. Et ensuite, sur le champ d'application, alors dans le protocole, il est bien spécifié que il s'applique lorsqu'il y a une dimension transnationale et une dimension crime organisé, puisque c'est dans le cadre de la Convention contre le crime transnational organisé. Cependant, en droit national, ce n'est pas du tout exigé. D'ailleurs, on ne retrouve pas d'habitude. Il n'y a pas besoin de prouver que la victime est étrangère ou a voyagé à travers une frontière. Il n'est pas non plus besoin de prouver que les trafiquants sont en bande organisée. C'est en général plutôt des circonstances aggravantes dans la législation nationale. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que dans le protocole, donc, il y a cette première partie qui couvre dans les généralités, mais également la définition, qui demande aux États d'incriminer ces conduites. Mais ensuite, il y a aussi un chapitre sur la protection. Alors, ce chapitre n'est pas extrêmement étendu, et c'est pour ça qu'il est très très important d'avoir des compléments au niveau régional et au niveau national, mais qui traite quand même de l'assistance et la protection qui est due aux victimes de la traite. Le fait que ces personnes ont un statut victime, qu'elles doivent être reconnues comme telles et donc avoir accès aux services correspondants, et également des dispositions sur le rapatriement. Le protocole prévoit aussi des dispositions relatives à la prévention et à la coopération, bien évidemment. La coopération inclut la coopération entre les services au niveau national, mais bien évidemment aussi à travers les frontières. Et parmi les mesures de coopération et de prévention qui sont prévues, on demande aussi de prendre des mesures aux frontières et contre la fraude documentaire. Donc là, il y a un lien avec la migration, avec le trafic de migrants, etc., par les moyens qui peuvent être utilisés pour faire venir la personne sur le territoire. Et enfin, et très important, et là, je vais vous dire ce que disait Geneviève, on ne parle pas d'instrument de droit de l'homme quand on parle du protocole contre la traite des personnes, mais cela dit, il y a quand même une clause de sauvegarde qui rappelle que le droit international humanitaire, les droits de l'homme, le principe de non-refoulement, donc le droit des réfugiés, sont applicables quand on applique les mesures contre la traite des personnes. Donc, c'est très très important. On peut être un réfugié et être une victime de la traite. Et ça, faut absolument pas l'oublier. On peut ne pas avoir de papier et être une victime de la traite aussi. Voilà. Donc, je voulais en venir aussi aux difficultés qu'on peut rencontrer et qu'on rencontre très souvent. Nous, par exemple, à l'ONUDC, puisqu'on accompagne, on appuie les États dans la réforme législative, on appuie également au développement des capacités, comme par exemple il y a l'adoption d'une nouvelle loi, de façon à ce que les forces de l'ordre, les magistrats puissent appliquer la nouvelle loi, comprennent quel type de preuves il faut amener. Et donc on fournit des outils par rapport à ça. Par exemple, on a un précis de jurisprudence sur les preuves à apporter dans les cas de traite, qui permet d'éclairer certains problèmes que rencontrent souvent les procureurs, par exemple, quand on parle de consentement, quand on parle d'exploitation, qu'est-ce que l'exploitation, ou de certains types de moyens utilisés, comme l'exploitation ou l'abus de position de vulnérabilité. Par exemple, c'est pas toujours facile à utiliser, disons, au niveau national par les juridictions.
Donc, ce qu'il faut de préférence, c'est avoir une loi qui permet de travailler ensemble. Donc, nous, notre rôle, c'est d'accompagner les États pour qu'ils adoptent la définition internationale fournie par le protocole. Bien évidemment, il faut un accompagnement à son application. Il faut un rapprochement de certains services, comme on a entendu parler, des services de police qui prennent les problèmes par différents angles, meurtres, crimes organisés, police de l'air des frontières, unité d'enquête financière, par exemple, qui bien sûr toute la prise en charge des victimes et la coopération entre les pays, dont pour le rapatriement, si c'est la meilleure solution pour les victimes. Je voulais vous montrer deux diapos qui viennent de notre rapport mondial contre la traite des personnes, qui a été le rapport 2020. On en publie un tous les 2 ans. Celui-là a été publié en février. Et vous verrez, j'espère que vous voyez dans ce grand, vous voyez les formes principales d'exploitation par genre, sexe et région. Je sais pas si je peux l'agrandir, c'est quand même pas très grand. Bon, en gros, en rose, c'est l'exploitation sexuelle, la traite pour l'exploitation sexuelle. En marron, c'est les autres formes, donc comme je disais, mon petit déporté, par exemple, ou traite pour le prélèvement d'organes. Travail forcé, c'est en bleu. Donc, vous voyez, en fonction des régions, on a vraiment une situation qui peut être très, très variable et qui peut toucher les personnes de façon différente. On voit dans certaines régions comme l'Afrique du Nord que il y a vraiment une grande diversité de types d'exploitation et de victimes. Alors que dans d'autres régions, comme par exemple l'Asie du Sud-Est, c'est principalement les femmes et les filles qui continuent à être les plus exploitées pour le travail du sexe. Et ensuite, là je pense que c'est important aussi, je vous parlais des lois et de ce qu'elles peuvent, à quoi elles peuvent amener. Ici, c'est une évolution sur les rapports qu'on a publiés. Je vous demande de regarder vraiment ce qui est en violet. Le violet, c'est la partie détectée de cas de traite pour exploitation sexuelle. Et là, vous voyez qu'aujourd'hui, ça arrive à peu près à la moitié des cas d'exploitation. Alors que si on regarde en 2006, c'était le premier rapport, c'était quasiment 80%. Et voilà comment on arrive à avoir des tendances, on aura plus d'hommes et de garçons qui vont commencer à être détectés par rapport à la proportion des femmes et des filles qui étaient détectées avant. Et qu'avant, beaucoup de juridictions se penchaient vraiment uniquement sur les femmes ou sur les enfants et moins sur les hommes, ou ne regardaient que la traite pour l'exploitation sexuelle et ne se penchaient pas vraiment sur la question de la traite pour travail forcé. Peut-être qu'ils qualifiaient le travail forcé, mais pas forcément la traite pour le travail forcé. Donc on arrive à ça aussi. Et ça me mène à un autre point qui est le fait que dans le discours aujourd'hui, et nous on y est beaucoup exposés, les États parties ont l'occasion de partager entre eux et de prendre des initiatives. Certains sont très très actifs pour avoir une influence sur la loi, sur les actions de certains pays. Par exemple, les États-Unis publient un rapport annuellement où eux-mêmes unilatéralement vont appliquer des notes à tous les pays du monde sur leurs mesures et leurs progrès en termes de lutte contre la traite des personnes. Vous pouvez avoir ce type de situation, mais vous pouvez également... Pardon. Hop. J'ai perdu. Excusez-moi. J'ai un petit problème avec mes... Je crois que je vais passer à un autre sujet, parce que j'ai perdu la fin de mon... mais bon, ce qui est important aussi, c'est quand on disait sur la participation des victimes, Geneviève le mentionnait, il faut vraiment se poser la question de leur participation. Alors, c'est très important, ça peut faire une grosse différence dans les futurs procès, mais par contre, il faut se poser la question de est-ce qu'ils sont prêts, est-ce qu'ils sont volontaires pour participer aux enquêtes, est-ce que il est possible de leur donner un statut de résident pour qu'ils restent sur place au moins le temps des poursuites, si ce n'est plus longtemps, et qu'ils se remettent aussi. Est-ce qu'il y a des risques pour leur famille de témoigner contre les trafiquants? C'est des questions qui sont très très importantes, et surtout quand on regarde la dimension potentielle de crime organisé sur la traite des personnes. Voilà. Alors,
nous, en tant qu'UNIDC, on développe toutes ces thématiques-là. On va regarder justement qu'est-ce que ça veut dire le consentement, qu'est-ce que ça veut dire l'exploitation, qu'est-ce que font les juridictions avec les victimes de la traite qui sont utilisées par les trafiquants de façon à se protéger contre les autorités. C'est-à-dire, on a beaucoup de cas où des victimes de la traite, qui sont des femmes et qui ont été exploitées sexuellement, prennent un rôle dans les actes de traite avec la personne qui les exploite, de façon à éventuellement recruter d'autres victimes. Et face à la justice, ces personnes sont souvent considérées comme elles-mêmes des criminels, voire même ont des circonstances aggravantes contre elles, puisqu'elles auraient dû savoir. Ça, c'est aussi des choses qui sont très très importantes en fait à comprendre comment la justice traite ces cas-là. C'est pas que la loi, c'est en pratique si on veut vraiment des effets qui sont concrets et des mesures qui sont effectives. Il faut penser à tout ça en même temps. Il faut pas juste prendre une loi, la prendre et se dire c'est bon. Si à côté de ça, vous criminalisez, par exemple, pénalisez la prostitution, mais que vous ne vous assurez pas de vérifier quelle est la situation des personnes qui se prostituent, vous aurez raté quelque chose. Et ça, on voit ça dans beaucoup de pays. Et notre rôle, c'est d'essayer de ramener tous ces éléments ensemble pour qu'on travaille dans la même direction. Et sur ces mots-là, j'aimerais mentionner que donc il y a ce mécanisme de examen qui commence. Ça va être un système où les États vont s'examiner entre eux. La société civile aura un rôle à jouer, mais au niveau de l'analyse de la pratique des États, ça se limitera à seulement si les États sont d'accord, qu'ils participent au niveau national. Mais à côté de ça, on aura des débats thématiques parce que le mécanisme de l'examen va prendre des catégories de dispositions de la Convention et des protocoles. Il va les examiner, par exemple, la pénalisation, par exemple, la coopération, par exemple, la protection. Donc, on va les prendre ensemble, les regarder ensemble. Et là, sur ces thématiques, la société civile aura l'occasion de s'exprimer. Donc, nous, on l'encourage énormément. On pense que c'est essentiel. La société civile est la mieux placée pour voir ce qui se passe, pour voir les effets des mesures qui sont prises. Et je pense qu'à ce niveau-là, on a encore du travail à faire. L'ONIDC n'est pas en reste. Il faut aussi qu'on accompagne le mouvement et on s'y appelle. Il faut vraiment voir le tout, en fait. Et c'est pour ça qu'on soutient aussi des choses comme le pacte pour la migration, pour que ce soit un débat qui soit plus large et qui comprenne tout le monde avec tous les aspects que ça inclut. Voilà, merci beaucoup de votre attention de nouveau avec mes petits problèmes techniques. Merci beaucoup Morgane pour cet exposé très intéressant, très aussi, j'allais dire très vrai, hein, sur les avantages du protocole de Palerme, sur certaines aussi de ses limites, mais qui ont été aussi souhaitées comme telles par les États qui l'ont adopté. Merci d'avoir rappelé qu'il sera bientôt enrichi d'un mécanisme d'examen, en fait, qui servira à évaluer la manière dont les États membres des Nations Unies ont mis en œuvre leurs obligations. Dans d'autres enceintes, comme le Conseil de l'Europe, on appelle ça mécanisme de suivi, mécanisme de surveillance. Là, c'est un mécanisme d'examen, mais pour que nos auditeurs comprennent bien, ça va permettre de faire des recommandations aux États pour améliorer la manière dont ils ont transposé leurs obligations, mais aussi de la manière dont ils s'en acquittent. Et ça, c'est quelque chose d'important. Merci aussi d'avoir rappelé, Geneviève l'avait dit aussi tout à l'heure, pour nos auditeurs, on a plusieurs fois parlé à plusieurs reprises d'exploitation de la mendicité, donc de mendicité forcée, ou de contraintes à commettre des crimes ou des délits, voilà, par exemple du pickpocketing. Il faut que nos auditeurs sachent que les instruments juridiques internationaux qu'on a évoqués ne mentionnent pas ces formes d'exploitation, mais que c'est une forme de travail forcé, et que pénaliser la traite aux fins de placer quelqu'un dans une situation de mendicité forcée, d'exploitation de sa mendicité, ou de la contrainte à commettre des vols ou éventuellement du trafic de stupéfiants, tout ça relève du travail forcé tel que
l'Organisation internationale du travail le définit, puisqu'il s'agit d'activités d'activités légales ou illégales qu'une personne n'a pas choisi et qu'elle est contrainte de faire. Donc ces formes-là rentrent dans la définition du travail forcé et doivent être pénalisées comme traite des êtres humains. Merci aussi d'avoir évoqué cette approche droit de l'homme dont nous avions parlé avec Geneviève, sachant que en effet l'obligation pour les États de mettre en œuvre une approche favorable aux droits de l'homme à toutes les étapes de la prévention de la traite, de la poursuite des auteurs, des partenariats, c'est affirmé par la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005. Mais vous avez eu raison de le dire aussi tout à l'heure, Morgane. Certes, le protocole des Nations Unies sur la traite ne parle pas de cette approche favorable aux droits de l'homme, mais quand on est de bonne foi et quand un État veut mettre en œuvre ses obligations juridiques de bonne foi, on a d'autres instruments dans l'ordre juridique international qui font que, normalement, on devrait respecter les droits de l'homme de la victime. Je pense au pacte international relatif aux droits civils et politiques. Parce que je vous rappelle qu'il y a une jurisprudence donc d'une cour régionale qui est la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt Rantsev contre Chypre et la Russie du 7 janvier 2010 et qui fait tomber sous la protection de l'article 4 de la Convention du Conseil de la Convention européenne des droits de l'homme qui interdit l'esclavage. Eh bien, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que la traite des êtres humains tombait sous l'obligation d'interdire l'esclavage. Et donc forcément, c'est une jurisprudence qui est très importante et qui doit être utilisée même dans d'autres sphères et notamment dans la sphère universelle, puisque cette interdiction de l'esclavage lato sensu, elle est contenue dans des instruments des droits de l'homme à vocation universelle. Voilà. Donc en tout cas vraiment merci Morgane, merci Geneviève. Bonjour à tous et à toutes. Je vais essayer d'être complémentaire. Si Nicolas avait continué de parler, je pense qu'il aurait tout dit. Mais je vais quand même insister plus moi sur justement cette approche par les droits de l'homme. Qui nous paraît important en tant que société civile pour répondre à cette question de lutte contre la traite des êtres humains. Donc c'est complémentaire bien sûr à ce qui a été dit et je pense que ce qui est important c'est toujours que à la fois la grosse machine juridique et puis les associations, les institutions, tous ensemble en fait on puisse travailler pour combattre ce fléau et il le faut par des approches différentes. Donc l'approche par les droits de l'homme va se consacrer plus particulièrement sur les victimes des personnes, tout en ayant bien sûr une importance aussi sur les autres aspects juridiques. Ce que je voulais dire sur la protection des victimes d'abord, c'est que elle est, et c'était un peu la fin du propos de Nicolas Lecause, elle est finalement indispensable pour pouvoir mener à bien à la fois des auditions, pour pouvoir suivre un procès de A à Z et pour ne pas perdre en cours de route les personnes victimes. Et donc ça c'est un gros travail que mène la société civile, à travers le fait de pouvoir permettre des éloignements géographiques à certaines victimes pour pouvoir s'éloigner et à partir de là être plus disposé pour pouvoir répondre aux enquêtes, aux enquêteurs, aux services de police et à toutes sortes d'auditions. Mais c'est aussi accompagner les victimes pendant le procès lui-même. Parce qu'en fait, on a beaucoup de victimes qui ne se présentent pas en fait au procès. Or, c'est très important à la fois de les entendre, c'est très important pour l'enquête, et c'est sûrement aussi très important pour eux, quand c'est possible, de pouvoir justement participer à cette démarche-là qui est aussi importante pour leur reconstruction. Pour nous, la protection des victimes, elle est bien à la fois dans ces domaines-là, mais dans aussi avoir toute une attitude de long terme, parce que en fait, parfois, ça va durer des années
les procès. Et en fait, il faut être dans la durée auprès de la victime. Il va y avoir des hauts et des bas, des moments où elle aura plus envie d'être entendue, qu'on lui fasse répéter des choses, qu'on lui fasse préciser des choses. Elle va avoir peur parfois. Et dans ce temps difficile, finalement, l'accompagnement des associations, c'est ce qui va permettre qu'elle s'accroche et que soit possible finalement d'aller jusqu'au bout d'une approche juridique qui permettra que la victime soit au centre de celle-ci. Ce sera nécessaire aussi pour expliquer après le procès, parce que comprendre quand on a été victime, déjà il a fallu comprendre au départ qu'on était victime, hein, ça je l'ai pas dit, mais c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'arriver à comprendre qu'on est victime, déjà quand on est étranger, il y a les questions de langue, etc., qui favorisent pas les choses. Mais quand on est même français, mais que on est dans une affaire où on sait plus trop où on se situe, arriver à comprendre qu'on est victime de traite, c'est quelque chose d'important. Et ben c'est important aussi à l'issue du procès de comprendre finalement quelle décision a été prise, pourquoi, et quels sont les droits finalement de la personne au-delà du procès, enfin en tout cas dans ce qui va dans ce qui suit le procès pour avoir droit à des dommages et intérêts par exemple, enfin voilà. Donc moi je veux insister sur ce côté-là, sur le fait que la victime elle a vraiment besoin d'être accompagnée à un moment ou un autre dans tout cela. Il y en a qui peuvent être des gens qui ont un certain bagage et une certaine force pour pouvoir suivre cela, mais je pense que c'est important de pouvoir se dire que tous ces domaines-là sont très importants pour la qualité de l'enquête et pour la réponse aussi que l'on va donner à la victime par rapport au préjudice. Un deuxième aspect qui me paraît important, qui a été aussi cité, mais qui me paraît important à mettre en avant ici, c'est la formation des avocats, des juges, des administrateurs ad hoc, toutes les formations qu'on veut faire à la fois initiales et continues. Et en tant que société civile, on est amené à intervenir avec l'expérience des associations qui sont de terrain, qui connaissent les victimes, auprès de l'École nationale de la magistrature, auprès de l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse, auprès des maisons du barreau. Et puis, je dirais aussi, ça peut être au niveau beaucoup plus local, auprès du personnel de mairie, auprès du personnel de la police, mais au niveau local, quoi, pour pouvoir justement faire comprendre ce qu'est la traite des êtres humains et par cela même permettre que ce côté juridique soit vraiment pris en compte. Donc là, je voudrais insister aussi là-dessus, non seulement sur l'importance de la formation en tant que telle, mais sur le fait que la collaboration entre les acteurs, comme elle est très importante sur le terrain, il faut de plus en plus arriver à mobiliser des formations qui vont associer des juges, des avocats, des travailleurs sociaux, des personnels de la santé, et qui vont leur permettre en fait finalement de bien se rendre compte de leur positionnement par rapport aux autres. Et là aussi, on y gagnera, y compris en matière de suivi juridique des personnes, je pense, et en matière de pénal aussi, enfin voilà. Donc ça c'est un autre aspect. Je voudrais insister sur un autre point, c'est que pour la traite des enfants en particulier, bien souvent en France en tout cas, et je sais dans d'autres pays aussi, même si c'est aussi mieux dans d'autres pays et si ça existe ailleurs, le rôle des responsables légaux est très important. Et donc le rôle en France de l'administrateur ad hoc est très important. Il est aujourd'hui sous-dimensionné en fait, et il y a un vrai travail à faire au niveau des États eux-mêmes pour comprendre l'importance de la personne qui va accompagner le mineur dans toute la démarche avant le tribunal, pendant le tribunal, là aussi après le tribunal. En faisant le lien avec la famille, en faisant le lien avec l'avocat, en comprenant comment, quand on arrive dans un tribunal, comment on se comporte, comment être, je dirais, audible quand on arrive dans un monde qui n'est pas du tout le sien. Et ça, c'est au quotidien quand on est soi-même administrateur ad hoc, je le suis,
qu'on peut se rendre compte à quel point il y a quelque chose là à jouer de très important qui est qui aujourd'hui est un vrai défi pour dans notre société pour lutter contre la traite des enfants, que ce soit de la traite à des fins d'exploitation sexuelle, à des fins d'esclavage domestique, de travail forcé ou servile, ou d'autres formes qui n'ont pas été citées jusqu'à maintenant, c'est pour ça que je les cite, mais finalement obligations à mendier ou de contraintes à commettre des délits ou de plein de formes qui aujourd'hui à travers Internet naissent et finalement sont une réelle exploitation des mineurs. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose là-dessus très important à jouer. Là, c'était un peu les points en disant la société civile, pour améliorer cet aspect juridique, elle doit intervenir dans ces différents domaines-là. Je voulais insister aussi sur le fait que l'approche basée sur les droits de l'homme, c'est quelque chose qui se travaille réellement en lien avec justement les textes internationaux, les lois nationales. Par rapport à ça, dans chaque pays, on a des commissions nationales de droits de l'homme, dans la plupart des pays, en tout cas européens, des commissions nationales consultatives des droits de l'homme. Donc en France, la CNCDH, elle fait ce travail, elle est rapporteure spéciale pour la traite des êtres humains. Et c'est elle qui, vis-à-vis des organismes internationaux, je dirais, a un rôle de lien et de voir ce qui se passe en France sur ce sujet-là. Eh bien, un certain nombre d'avis ont été écrits par la Commission nationale consultative des droits de l'homme et permettent finalement de faire progresser les choses. Alors déjà parce que pendant longtemps il n'y a pas eu de plan national en France, et puis il y a un travail qui a été fait sur le plan national, sur comment ce plan il était mis en œuvre, comment un deuxième plan est venu. Il y a après d'autres avis qui ont été faits sur des formes de traite, la traite à des fins d'exploitation par le travail, plus récemment la traite des enfants à des fins d'exploitation sexuelle et la prostitution des enfants. Ou encore maintenant pour pousser le fait qu'il est nécessaire d'avoir un mécanisme de repérage, d'identification et de prise en charge des victimes de traite, et d'orientation et de prise en charge des victimes de traite. Et ce mécanisme, il existe dans d'autres pays, mais pas en France. Donc, on a, si on veut avoir une approche basée sur les droits, je pense qu'il est important que tous ces mécanismes dont certains d'ailleurs ont été poussés très largement par le Greta du Conseil de l'Europe, puissent finalement voir le jour dans chacun des pays, et avec bien sûr toute la richesse que peut donner le travail international. J'ai parlé tout à l'heure des formations qui reliaient les avocats, les juges, la santé, etc. L'OSCE a été très moteur finalement dans ce type de formation. Voilà, je pense qu'il faut qu'on s'appuie sur les organismes internationaux pour pouvoir avancer dans ce domaine-là, et que l'approche juridique n'en sera que meilleure. Geneviève, merci. Félicitations parce que le respect du timing a été assez extraordinaire. Merci pour tout ce qui vient d'être dit, avec des exemples très concrets. Et surtout merci d'avoir insisté en effet sur le fait qu'une approche droits de l'homme, ça ne s'invente pas, ça se travaille. Alors c'est une obligation, notamment dans les instruments internationaux que j'ai cités, et précisément la Convention du Conseil de l'Europe, mais en effet c'est quelque chose qui n'est pas inné, et donc ça implique aussi une remise en question, et donc un travail en commun entre tous les acteurs publics, société civile, pour savoir ce qui est en effet nécessaire à la protection des droits de l'homme, en fait, de la victime, de la protection des droits fondamentaux de la victime. Et maintenant, on va passer aux questions, si vous permettez, parce que on a plusieurs questions. Alors, il y a des questions, je vais vous les dire. Il y a des questions. Il y a une première, par exemple, question qui m'est adressée pour savoir. Alors, je vais vous la lire. Peut-on assimiler l'esclavage sexuel pendant le conflit armé à la traite des êtres humains? Donc, juste pour que nos auditeurs comprennent, les instruments juridiques internationaux de droit international pénal ou de droit international humanitaire, c'est-à-dire du droit des conflits armés,
vous ne verrez pas dedans l'expression traite des êtres humains, puisque la traite des êtres humains a été définie de manière, j'allais dire, moderne par le protocole de Palerme. On parlait de traite des êtres humains en 49 aussi, mais on assimilait ça à l'exploitation de la prostitution uniquement. Donc, nos instruments du droit international humanitaire, par exemple les conventions de Genève de 49, les protocoles additionnels de 77, ou le statut de Rome de la Cour pénale internationale, n'évoquent pas la traite des êtres humains. En revanche, ils évoquent la prostitution forcée, ils évoquent l'esclavage, ils évoquent le travail forcé, et ils évoquent aussi alors, par exemple, en matière de crimes contre l'humanité, des actes inhumains qui causent intentionnellement des souffrances physiques graves aux victimes. Donc ça, on peut assimiler ça, par exemple, au prélèvement d'un organe contre la volonté de la personne. Donc, quand on parle d'esclavage sexuel, les crimes contre l'humanité, même le génocide ou les crimes de guerre pénalisent chaque fois l'esclavage, la prostitution forcée et donc l'esclavage sexuel. Donc on ne parle pas de traite des êtres humains, mais ce droit international humanitaire et ce droit international des droits de l'homme, en fait, quelque part, interdisent la traite des êtres humains en temps de conflit armé. Et comme vous l'avez dit très justement tout à l'heure, Morgane, à la fois le protocole de Palerme et à la fois la Convention du Conseil de l'Europe sur la traite des êtres humains disent que leur application est sans préjudice de l'application du droit international humanitaire et du droit des réfugiés, et notamment la Convention de 1951 sur le statut des réfugiés. J'ai une deuxième question qui concerne les obligations de la France en matière d'identification des victimes de la traite des êtres humains. Comment est-ce que la France s'y conforme, notamment dans le cadre des inspections des inspections réalisées par les inspecteurs du travail. Donc, quelles sont les obligations de la France en matière d'identification des victimes? Si Geneviève est d'accord, je vais commencer à répondre. En fait, les obligations de la France, elles sont très strictes. Elles sont contenues précisément dans la Convention du Conseil d'Europe sur la traite des êtres humains qui oblige les États à mettre en œuvre ces obligations d'identification. Comment est-ce que la France s'y conforme? Je ne veux pas botter en touche, Monsieur Nezelowski, mais je vous invite à consulter les rapports d'évaluation du GRETA et le rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, donc qui, comme l'a dit Geneviève tout à l'heure, est rapporteur indépendant sur la traite, et vous verrez comment la France s'y prend pour respecter cette obligation d'identifier et notamment de former les agents compétents à l'identification. Voilà. Ce même monsieur là nous parle de lutte contre la corruption des agents frontaliers, ainsi que d'éviter l'implication d'agents publics dans les consulats à l'étranger. Alors l'éventuelle implication d'agents publics dans la traite des êtres humains de manière plus ou moins loin. Bon, soit vous avez des gens qui se laissent corrompre, et là c'est le droit pénal de la lutte contre la corruption, passive ou active, qui s'applique. Si l'agent va plus loin en étant impliqué dans la traite des êtres humains, eh bien c'est l'infraction de traite des êtres humains qui va s'appliquer, étant donné qu'elle sera aggravée puisque cette personne qui agit comme auteur ou comme complice, est un agent public, et en application de la Convention du Conseil d'Europe sur la traite des êtres humains, ça doit être aggravé. Je vais vous poser la question à toutes les deux, Geneviève et Morgane. Si vous avez, là, on a une question qui est intéressante de notre ami Léandre, qui explique qui interroge. Quelle est la place de la vulnérabilité des personnes dans la définition de la traite des êtres humains? Autrement dit, quel lien faites-vous entre la vulnérabilité et la traite? Est-ce que l'une d'entre vous ou l'une après l'autre, vous voulez tenter de répondre? Quelle est la place de la vulnérabilité dans la traite? C'est une question assez large, mais voilà. Geneviève. Je pense que
plus les personnes sont vulnérables et plus elles ont un risque d'exploitation et de traite des êtres humains. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais la vulnérabilité, après, elle a toute forme. Parce qu'en fait, c'est ce qui va permettre de voir l'emprise que la personne va avoir. Et une personne n'est pas forcément pauvre, par exemple, mais peut être tout à fait sujette à l'emprise. Donc, faut faire très attention parce que vulnérabilité, c'est un mot très vaste et c'est pas forcément la pauvreté, c'est pas forcément le handicap, mais ça peut l'être. C'est pas forcément être un enfant, mais ça peut l'être. En fait, c'est un peu tout ça. Tout ce qui est vulnérabilité peut plus facilement amener les personnes à la traite des êtres humains parce qu'elles ont plus de chances de se faire exploiter. Voilà. Donc, ce qu'il faut quand même se dire, c'est que ce qu'on a remarqué, peut-être plus ces dernières années, en France en tout cas, c'est que des jeunes filles qui en soi avaient l'air d'être de milieux sociaux, économiques plutôt bons, voilà, avec une éducation qui paraissait tout à fait correcte, etc. Finalement, se sont retrouvées victimes de traite à des fins d'exploitation sexuelle, dans des affaires de prostitution, aux côtés parfois de jeunes de milieux beaucoup moins favorisés. Et moi, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'il faut faire attention aux idées reçues qu'on peut avoir. En disant attention, cette personne-là, elle est pauvre, elle est exclue, un truc, donc forcément elle est victime de traite, et puis telle autre, elle l'est sûrement pas parce que vu le milieu dans lequel elle vit, etc., c'est pas possible, quoi. Et ben non, c'est quand même, tout le monde peut être victime de traite. Et ça, je crois que c'est très important de se le dire, parce que ça permet de faire tomber tout un tas d'idées reçues et de voir la question de façon plus importante. Alors évidemment, je vais quand même vous dire que dans le cadre de la Covid-19, les personnes qui avaient du travail précaire, par exemple, les personnes qui avaient peu de moyens, bah, ça a été les premières personnes qui ont été exploitées et donc victimes de traite. Les victimes de traite, donc particulièrement, étaient ces personnes-là. Mais voilà, je voudrais faire attention qu'on fasse tomber les flashs qui sont pas toujours exacts. La réponse de Geneviève était très complète. Bon, vous avez quelque chose à ajouter, Morgane, ou à insister peut-être? Non, juste, ok, je trouve que c'est très très important d'éviter justement les préjugés et de cataloguer les gens. Oh, les femmes sont vulnérables. Oh, les enfants sont vulnérables. Non, c'est pas une question de ça. Ils sont peut-être plus susceptibles d'être visés, mais en fait, les vulnérabilités, il y en a de tellement de niveaux différents. Peut-être parce qu'on a un handicap et qu'il est donc plus facile de se faire avoir. Peut-être parce qu'on a un problème de drogue. Peut-être parce qu'on a une famille qui n'est pas très stable. Il y a tellement de raisons qu'il faut faire très très attention. Mais il est essentiel de comprendre ça, en fait, de comprendre ça aussi, que ça peut toucher les petits garçons autant que les petites filles. Et tout ça, on en arrive à enfin avancer. Mais il faut comprendre, parce que si on comprend pas ça, on peut pas faire de prévention. Et c'est ça qui est essentiel. Comprendre les vulnérabilités, ça permet de prévenir. Et tant qu'on n'a pas compris ça et qu'on ne comprend pas en fait ce qui se passe autour de nous, on n'y arrivera pas. Donc je pense que voilà, le message que je viens de dire était très très important à ce niveau-là. Merci beaucoup. Merci Morgane. Moi, je voulais juste ajouter une chose par rapport à la définition de la traite, puisque la notion de vulnérabilité fait partie de la définition de la traite, puisque dans les moyens qui doivent être caractérisés pour qu'il y ait traite, il y a l'emploi de la contrainte, enfin de toutes les formes de contrainte, ou l'abus d'une situation de vulnérabilité. Et là, c'est une notion qui peut être définie comme étant la situation où la personne n'avait pas d'autre choix que d'accepter ce qui lui était proposé. Ça, c'est extrêmement important. Alors, on verra des législations comme la législation française où cette vulnérabilité, cet abus de vulnérabilité est limité aux situations de grossesse apparente ou connue de l'auteur, d'âge pour évoquer généralement l'âge, enfin le grand âge des victimes ou le handicap. Mais encore une fois, il y a des vulnérabilités économiques.
quand on vous propose, par exemple, d'aller être exploité sexuellement et que vous vous dites que peut-être que malgré tout vous arriverez à avoir quelque chose et puis peut-être que la situation s'améliorera, je ne sais pas quoi, et que par exemple dans la situation de la personne, elle est dans une situation qui est telle que si elle ne fait pas ça, elle a l'impression qu'elle n'a pas d'autre choix. Bon voilà, idem pour le travail forcé, tout ça. Donc c'est pour ça que l'abus d'une situation de vulnérabilité est quelque chose, rappelez-vous, c'est la situation où la personne n'avait pas d'autre choix que d'accepter. C'est important de le rappeler. Alors, question à Morgane. Est-ce que la collaboration entre les États implique les sociétés civiles? Merci beaucoup et encore merci pour votre patience. En effet, alors c'est essentiel. Le protocole, comme je le disais, j'essaie de le dire, s'adresse aux États. Pour commencer, c'est vraiment la responsabilité des États. Mais dit aussi, attention, il faut vous travailler avec tout le monde. Et quand on parle de la protection et de l'assistance, il est très évident que c'est très largement la société civile qui s'implique là, où que ce soit. Ils sont extrêmement actifs et comme je disais, ils savent ce qui se passe. Ils ont souvent le lien de confiance avec les communautés, ils ont le lien de confiance avec les survivants, les victimes, ils comprennent ce qui se passe, ils font moins peur également que les forces de l'ordre et les magistrats. Donc à ce niveau-là, c'est essentiel. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une mobilisation de la société civile depuis le tout début pour travailler ensemble, pour pousser l'agenda, pour ne pas lâcher l'affaire, pour faire en sorte que les États fassent avancer les choses. Donc c'est comme ça qu'on a vu des mécanismes de référencement pour les victimes qui soient prises en charge correctement. Il y a vraiment eu des avancées extrêmement poussées et on voit qu'il y a des accords qui sont faits entre les États, les services de l'État et la société civile. On le voit dans énormément de pays. Et ça, c'est vraiment essentiel. À partir du moment où c'est transparent, où ça se fait dans le cadre de la loi également, parce que il y a aussi toute cette question de la protection des victimes, le partage des données, qui peut parfois un petit peu inquiéter aussi bien les travailleurs des ONG que les victimes ou les personnes qui seraient en situation irrégulière. Moi-même, j'ai travaillé comme Geneviève au Secours catholique en France et j'ai été confrontée à ces situations où c'est parfois difficile. On sent bien que les gens veulent parler, mais ils n'osent pas et ils savent pas ce qui va être fait de l'information en question. Donc ça avance. Maintenant, comme je disais, sur le mécanisme d'examen, on espère que les États feront vraiment montre d'une belle ouverture, parce que tout à l'heure, Nicolas, vous parliez de la corruption. L'ONUDC travaille aussi bien sur la corruption, sur le crime organisé. Donc, on s'intéresse vraiment à ça. Et le mécanisme d'examen pour la corruption, la société civile est vraiment impliquée de façon très rapprochée. Et ça, je pense que c'est un super modèle. Alors, j'espère qu'on va réussir à impulser ça. Et ce qu'on fait aussi actuellement, par exemple, alors c'est dans une autre dimension, mais en ce moment, je suis sur un projet sur le développement des partenariats privés-publics qui sont également impulsés par les ONG dans certains pays, de façon à vraiment forcer les secteurs privés à travailler avec les autorités, avec les ONG, pour permettre de casser la traite qui exploite le travail. Merci. Et moi, ce que je peux rajouter simplement, c'est que oui, on travaille au niveau international, déjà au niveau de la société civile, mais société civile avec les institutions dans chacun des pays. Je vais donner un exemple pour faire avancer un sujet qui était l'action contre l'exploitation et la traite des enfants. On a fait une recherche-action avec des Caritas, donc l'équivalent de notre association, en Albanie, en Bosnie, en France, en Jordanie, au Kosovo, au Liban, en Slovaquie, en Ukraine. Donc une recherche-action, voir sur le terrain comment des enfants sont invisibilisés et le crime impuni. C'est le titre d'ailleurs de cet ouvrage. Cette recherche-action, en fait, déjà le fait de réfléchir ensemble entre associations a amené à dire dans chacun de nos pays, on va se poser la même question, mais avec nos gouvernements. Donc, on a travaillé nous-mêmes entre associations, mais aussi avec les gouvernements, chacun dans notre pays. Et on a relevé un certain nombre de thématiques sur la traite des enfants, donc les différentes formes de traite des enfants, et y compris la traite des bébés, d'ailleurs, qu'on maîtrisait très très mal dans certains de nos pays.
et finalement pour lequel on avait en tant qu'ONG une expérience réelle. Et on a à partir de là donc rédigé cette recherche action. Cette recherche action, une fois qu'on est revenu dans chacun de nos pays, ça a été l'occasion de retravailler avec nos institutions dans nos pays. Et puis ça a été au moment des 20 ans du protocole de Palerme, présenté à la rencontre qu'avait organisée la rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, où il y avait quand même plusieurs centaines de personnes de différents pays qui étaient là. Voilà, je pense que c'est des bonnes pratiques qui sont un petit peu des gouttes d'eau, mais qui mises tout ensemble permettent de faire changer les mentalités, d'inviter les gens à travailler ensemble, etc. Je citerai une dernière chose par rapport à ça. On a fait beaucoup en tant que Secours catholique des missions avec des personnes de la police, de la justice, en Roumanie, en Ukraine, en Bulgarie, au Kosovo. Et ça a été des expériences absolument indispensables pour mieux se connaître, mieux se comprendre et arriver à collaborer ensemble. Donc je pense qu'il faut qu'on invente aussi des nouvelles façons de faire, pas toujours en rentrant dans le carcan de notre travail à chacun en silo, mais vraiment en essayant ensemble de parler, d'aller voir les choses sur place. C'est la meilleure manière pour comprendre pourquoi on n'a pas la même manière de réfléchir et comment on peut construire des ponts. Merci beaucoup Geneviève. Une petite question qui vous est adressée. De quelle manière la modernisation et la sécurisation de l'état civil, donc notamment les actes de naissance, peuvent contribuer à la lutte contre la traite des enfants? Je pense que ça fait partie, en effet, des choses très importantes. J'accompagne en tant qu'administrateur ad hoc des mineurs, justement, avec des problèmes d'identification de nationalité, d'identification, de paternité, etc. Et je pense que ces questions-là, elles sont très très importantes. Très importante parce qu'un enfant, pour se construire, il a quand même besoin de savoir un peu des choses et que en plus, ça évitera des risques que l'on rencontre parfois de mariages forcés d'enfants qui sont amenés en France ou dans d'autres pays. Et en fait, finalement, où on utilise le fait que leur identité soit pas bien claire pour pouvoir finalement les exploiter, et quelquefois ça peut aller très très loin et durer très longtemps, quoi. D'accord. Merci beaucoup Geneviève. J'ai deux questions, en fait j'ai trois questions que je vais quand même vous évoquer. La première c'est quel rapport entre les changements climatiques et la traite des êtres humains? Et ça me fait penser à une autre question qui est la crise, la mort des migrants en Méditerranée, quelle chose faire? Alors, je rappelle quand même que on parle de traite des êtres humains, que encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, la traite des êtres humains et le trafic de migrants, c'est pas la même chose, même si vous pouvez avoir par exemple des victimes de traite des êtres humains, donc c'est-à-dire celles qui sont promises à une exploitation future qui est déjà organisée, peuvent prendre les mêmes routes que des migrants qui vont être amenés et qu'on va essayer de franchir une frontière illégalement. Bon, mais encore une fois, on n'est pas dans la traite des êtres humains, donc c'est sûr que en améliorant, en faisant en sorte que les États appliquent leurs obligations de secours, par exemple en Méditerranée, puisqu'il y a plein de textes internationaux et contraignants qui normalement les obligent à intervenir. Voilà, disons que plus on luttera contre la précarité de certaines populations, et plus ces populations auront moins de chances de tomber entre les mains d'exploiteurs ou de traite, j'allais dire plus tard. Pour les changements climatiques, pareil, les changements climatiques, on nous annonce que ça risque de provoquer des transferts de population, des migrations de population dans des régions d'un même État ou vers d'autres États. Donc là, c'est toujours la même chose. Les États doivent être vigilants dès qu'il y a des mouvements forcés, j'allais dire, de population, pour ne pas que ces personnes en situation, pour le coup, de vulnérabilité, ne puissent tomber entre les mains de personnes mal intentionnées qui voudraient profiter justement de leur situation de vulnérabilité pour ensuite les placer
dans une situation d'exploitation. Donc je pense que vous êtes d'accord toutes les deux à peu près voilà avec ce que j'ai dit. Il y avait une autre euh, une autre question qui était est-ce que la traite des êtres humains, j'allais dire, permet de sanctionner des travailleurs humanitaires qui seraient versés, qui commettraient des abus sexuels sur les enfants, ou en tout cas l'exploitation sexuelle des enfants. Donc là, on peut répondre par l'affirmative. Je veux dire, la traite des êtres humains, elle s'applique, j'allais dire, en tout temps, en tout lieu, et l'exploitation sexuelle des enfants et l'organisation de cette exploitation sexuelle peut être aussi réprimée à travers, par le biais de l'infraction de traite des êtres humains, même s'ils sont des travailleurs humanitaires qui sont à l'origine de cela. Il y a une question quand même que je voulais aborder parce que Geneviève m'y a fait penser. Geneviève a parlé de trafic de bébés. Alors attention, attention dans le sens où la manière dont est réprimé le trafic de bébés, enfin la traite des bébés, peut être un peu compliqué parce que quand c'est exactement comme l'adoption internationale. Si vous trafiquez, j'allais dire, vous faites une exploitation, une adoption internationale illégale, j'allais dire, ça pourrait être de la traite des êtres humains s'il y a une forme d'exploitation ensuite à laquelle est promise l'enfant. Et pour l'affaire des trafics de bébés, si jamais par exemple vous contactez une organisation qui va voler un bébé et vous l'apporter, a priori, ça tombe pas forcément sous le coup de la traite des êtres humains, mais il y a d'autres infractions qui permettent de le punir. En revanche, c'est quand même très intéressant, Geneviève, c'est pour ça que je vais revenir là-dessus. Il y a une affaire de trafic de bébés, en fait, ce qu'on appelait l'affaire des bébés bulgares, qui a fait l'objet d'une grosse enquête et de condamnation en France il y a plusieurs années. Et ils ont réussi à retenir ça comme une affaire de traite des êtres humains parce que les femmes vulnérables qui étaient mises enceintes et ensuite qui étaient contraintes d'accoucher en France pour donner les enfants à des couples stériles, ça a été considéré comme traite des êtres humains parce que on a les trafiquants, en forçant ces femmes-là à être enceintes, puis à aller accoucher sous une fausse identité, sous l'identité de la future mère, de la future mère adoptive, j'allais dire, eh bien, les trafiquants ont forcé cette personne à faire des infractions à la législation, des faux, usage de faux et tout ça. Et c'est comme ça qu'on a pu qualifier ça de traite des êtres humains. Donc voilà, ça me semblait important de rappeler. Attention, tout n'est pas traite des êtres humains. Si tout est traite des êtres humains, bientôt il y aura plus de traite des êtres humains. Donc encore une fois, il y a une définition précise du droit international. Les États ont le droit d'aller plus loin, d'être encore plus sévères, mais attention aussi aux tentations que des comportements qui n'ont pas vraiment une forme d'exploitation soient considérées comme traite des êtres humains. Vous voyez, c'est comme par exemple les personnes qui voilà, quand on parle de terrorisme, par exemple, qui disent que les personnes qui vont rejoindre l'organisation du pseudo-islamiste, c'est sûrement des victimes des êtres humains. Non, non. Il y a beaucoup de cas qui démontrent le contraire. C'est pas parce que vous abusez de quelqu'un ou je sais pas, enfin vous abusez, vous trompez quelqu'un, il y a comment dire que c'est forcément de la traite des êtres humains. Surtout que dans les personnes qu'on évoque là, il y a aussi des personnes, j'allais dire qui n'étaient pas des personnes complètement innocentes dans leurs sentiments et leur volonté de rejoindre tout ça. Donc voilà, c'est juste attention. Il faut déjà bien comprendre ce que l'infraction de traite revêt avant peut-être de penser à l'élargir, parce qu'il y a d'autres moyens aussi de punir d'autres comportements qui ressemblent mais qui ne sont pas. Le principal, et c'était un peu l'objet de ce séminaire, c'est de rappeler aux participants ce qu'est exactement la traite des êtres humains et ce qu'elle n'est pas.
Voilà. Mesdames, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos interventions qui étaient vraiment très claires et très honnêtes dans le sens où voilà, ça n'était pas de la langue de bois et c'est important aussi d'entendre ça. Et là, je vous remercie et je donne la parole à l'ambassadeur Veutet qui va conclure ce séminaire. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. À la fin de ce webinaire, je voudrais en effet vivement remercier les intervenants, Nicolas Lecause, Morgane Nico et Geneviève Collat. Mes remerciements vont aussi aux personnes qui ont contribué à l'organisation de ce webinaire, Yves Reichenbach, Clara Izepi, Pepita Alemani et Roman Diez. Vous pourrez trouver des documents pertinents aux questions juridiques de la traite des êtres humains dans les polycopiés ou handouts en anglais à droite en haut de votre écran. Et vous pourrez aussi revoir ou partager ce webinaire sur les sites www.cuhd.org et www.adlaudatosi.org. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain, 18 mai, à 18h, pour un webinaire sur l'assistance aux victimes de la traite des êtres humains, et nous aurons le plaisir de revoir Geneviève Collat et Nicolas Lecause. Donc, à mardi prochain. Merci à tous les participants et merci encore aux intervenants. Au revoir.